J'espère que tu es chaud. Mais écoute, en tout cas, C'est un chantier. On a changé un peu de décor. On a fait pas mal de tutos pilotage. Ouais, je suis cuit. Il est cuit complet. On Mécanique. on vient de finir 2 vélos complets. Donc on a profité pour faire une série comment monter son VTT de A à Z. Donc on verra ce que ça donne. Très simpliste, honnêtement. C'est les bases de la méca. Voilà. Mais on a réussi à monter les vélos. Ouais. Donc aujourd'hui, on est là grâce à SRAM, qu'on remercie, parce que l'idée c'est qu'on fasse la vidéo YouTube en français, la plus complète sur les freins, pour comprendre tout sur le freinage. Son système de freinage. Ok. Bon ben, pas de café par contre là, il va falloir mettre une petite machine à café derrière. Ouais, là on est à l'eau. Merci, Ouais. One Up. Bon, avant de débuter, forcément, on a les nouveautés de chez SRAM, donc le Maven, donc ultra puissant, et le Motive, donc nouveau frein de cross-country. C'est ça. XC. Voilà. Première question que j'ai envie de te poser, Simon, c'est quoi un système de freinage? Eh ben écoute, c'est une bonne question parce que c'est un système assez complexe. On a tellement de questions par rapport à ça. Boum, j'ai failli le casser. Écoute, ça se décompose en 4 grandes parties. Je vais réussir à la sortir. Tu as en premier le maître cylindre avec, on fera une petite parenthèse sur le levier parce que c'est le contact avec l'être humain. Après, chose très importante qu'on oublie, c'est une durite qui transporte le fluide. Pour moi, ça paraît très simple. En fait, tu te dis, bon, c'est une durite. Oui, mais elle a énormément d'importance. Puis après, tu as ce qu'on market le plus souvent, hein, c'est l'étrier. Et le nombre de pistons. Exactement. Dans l'étrier, tu as aussi des plaquettes, forcément. Et puis, dernier élément, Les disques. le disque. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que à chacune des étapes, là, il y a des compromis et des choix qui sont faits par les ingénieurs pour donner une caractéristique à ton frein. Ouais. Ok. Si tu loupes une des étapes, tu peux rapidement dire que le frein n'est pas bon. Ok, chose qu'on entend souvent, je trouve. Et c'est pour ça aussi qu'on a pris les SRAM, parce que les SRAM, on les voit très souvent en première monte sur les vélos qu'on essaie. On a été très critique, très souvent on a été très critique envers eux. Mais en fait, eux, sur les vélos qu'on teste, c'est pas eux qui font le choix. C'est le chef produit qui dit « je veux monter ce frein avec cette plaquette et ce disque, et cette taille de disque ». Chose que souvent, au final, j'imagine, si je suis un... J'ai pas envie de dire ça, mais mauvais chef produit entre parenthèses, que je regarde que mes lignes Excel avec les prix en face. Si j'imagine ça peut se passer, tu peux choisir le mauvais frein, ou si tu connais mal les produits, par rapport à ta pratique en fait, ou ton vélo. C'est ça, ou suivant ton marché prioritaire, peut-être, je sais pas, je vais dire une bêtise, il y avait des marchés où la priorité c'est que ton frein ne fasse pas de bruit, qu'il ne vibre pas et qu'il soit pas trop agressif. Ben, pour chez nous, par rapport à notre pratique, ce même frein monté sur le même vélo, tu dis à cause de ça, ça freine pas, ça plante pas assez et c'est pourri quoi. Ok. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'on ait pu faire avec ces freins là, surtout qu'en plus là la gamme elle est super simplifiée, on n'a que 2 produits, ça va aller plus vite pour la partie comment choisir, donc il faut pas se louper et on va rentrer dans les détails si tu veux bien. Ouais, chose qui me vient en question, les marques, est-ce qu'elles choisissent des specs, du coup des caractéristiques et des configurations de vélos qui vendent en magasin par rapport au continent? Est-ce que mon montage européen il peut être différent d'un montage américain? Ça peut. Mais oui, ça peut arriver. Mais c'est quand même assez rare au final, mais ça peut arriver. Ok. Mais attention, des fois on a eu des mauvaises surprises, mais aussi des chefs produits qui font un très bon job et qui font attention au choix du disque. On l'a vu aussi sur des vélos à des prix corrects où il y a les bons disques et les bonnes plaquettes. Oui, parce qu'au final, tu peux avoir un super frein, mais il peut être totalement paralysé par ton choix du disque et plaquette qui est mauvais. Oui, c'est ça. Ok. Et dernier point, ça dépend aussi comment tu roules, où tu roules et les conditions météo. On va y revenir après. C'est comme une pneumatique en fait. C'est pareil. Ok, ben, je t'écoute. On fait un peu chaque pièce du frein. Ouais. On commence par quoi? Le levier ou plutôt le maître cylindre? Le maître cylindre, si tu veux, avec le levier, je pense que, mine de rien, ça, c'est la partie la plus complexe du frein. Il faut que tu imagines que ça, en fait, c'est presque comme une cinématique d'un vélo, puisque là, tu as un piston qu'il faut actionner. Et avec ce levier-là, tu peux avoir multiples façons de l'actionner. Parce qu'il y a des points de pivot et des renvois. Donc, c'est une réelle cinématique. Alors, tu as des freins très basiques qui sont en direct. Ouais. Ou après, tu peux avoir un renvoi, 2 renvois. Là, toutes les cinématiques sont
sont possibles en fait. Hein. Là, j'ai envie de vous renvoyer vers les vidéos qu'on a fait, les blabla cinématiques, le blabla effet de bras. J'imagine qu'on peut un peu le comparer vu que ça fait un effet de bras. Oui, oui, c'est ça, mais c'est surtout les points de pivot Ok. et les ratios. Ok. Là, c'est les ratios. Combien de millimètres ici il te faut pour activer, pour bouger 1 millimètre du piston. Ok. C'est plutôt le ratio qui est très important à comprendre. Et tu vas voir que là encore, comme on a fait avec les vélos, c'est une histoire de compromis. Comme tous les sports mécaniques. Hein. Oui. Donc, le mètre cylindre, qu'est-ce que ça gère, grosso modo? L'attaque, c'est la course morte, s'il y en a plus ou moins. La plaquette va venir freiner, appuyer sur le disque. Au moindre contact de mon doigt sur le levier, en fait. Voilà. Donc, ce qui va gérer, grosso modo, la progressivité. C'est logique. Soit c'est très franc, soit plus On-off. progressif. Soit plus progressif. Et puis, l'autre point, c'est vraiment une côté ergonomique. Et voilà, donc c'est suivant la taille de ta main, la taille de tes doigts, ben, c'est la forme du levier, c'est la position aussi du levier. Donc, là, par exemple, tu peux régler sur ce frein la position du levier. Voilà. ouais. En général, les freins haut de gamme, voire même milieu de gamme, ils ont ce petit... Oui, et même là, sur ces freins-là, tu peux gérer un peu ta course morte avec ici le contact. En parlant de levier, ben, il y a une certaine marque qu'on connaît tout le monde, Magura, qui propose plusieurs types de leviers. Est-ce que c'est pour compenser la position d'un piston? Est-ce que c'est pour proposer plus d'ergonomie sur les Plus doigts? d'ergonomie, oui. C'est vrai Ok. que leur cinématique de levier est très particulière. Il n'y a pas beaucoup de... Le point de contact, il est très faible. Donc le levier joue beaucoup dans la cinématique. Ok. Et donc tu peux avoir un frein qui est beaucoup plus progressif. Le fait aussi d'avoir un levier plus ou moins court, ben, le bras de levier il est plus ou moins important. Donc tu auras plus ou moins à tirer. Et après il y a l'éloignement, si tu as des grandes mains, des petites mains. Voilà, donc ça influence. Le levier joue énormément sur la cinématique puisque tu changes le bras de levier Oui. du système. Donc il joue énormément sur l'ensemble des performances. Donc il n'est pas à banaliser, il faut vraiment faire attention. Après attention, les marques généralistes souvent ne proposent pas forcément de levier parce que des fois c'est pas forcément facile non plus de le retirer. Mais il y a plein de petits artisans qui sont en train de faire des leviers custom. Si tu as des toutes petites mains ou des très grandes mains, tu peux trouver cette envie. Ou pour faire du tuning, l'anodisé, en carbone. Attention, on y revient, mais le tuning, il faut savoir pourquoi tu le fais. Parce que tu peux vraiment dégrader ton frein. Par exemple, j'ai une bêtise, tu trouves un super beau levier super long, mais toi tu aimes l'attaque super franche. Eh ben, peut-être que tu vas avoir l'impression qu'avec ce levier-là, le toucher n'est pas le même qu'avec ton levier qui est plus court. Ce qui Faut paraît savoir logique. pourquoi tu le fais, quoi. Plus ton bras de levier va être long, mettons, je prends Moins vraiment un cas extrême, le triple de ça. Il va falloir plus de courses pour que je freine en fait, pour que mon Il y aura levier moins de vienne- force par contre. Ok. Et oui, oui, c'est logique. Hein. Voilà. Donc attention, si tu changes juste parce que c'est joli, tu peux modifier grandement ton frein. Donc c'est pour ça que souvent certaines marques, elles préfèrent stabiliser la cinématique de leur frein. Simplement, tu peux jouer quand même sur la position, ce qui a une influence, et sur la position du piston, qui a aussi une influence sur le sensation du freinage. Mais voilà, donc ça c'est assez complexe et ça joue beaucoup sur la perf. En gros, c'est les chefs produits qui font les choix pour que le conso final profite du meilleur compromis qu'ils pensent de la qualité de leur frein. Oui, En là gros, par c'est ça. exemple, tu as deux freins différents, ils se ressemblent beaucoup, mais la cinématique n'est pas tout à fait la même. Ouais, des choses qu'on voit pas trop au final, nous, de ce qui se passe Oui. sur cette partie-là. Alors en plus, tu as le piston dedans qui est déplacé, qui n'est pas le même volume, donc il ne va pas donner la même progressivité, mais aussi la cinématique. Là, c'est le moment de regarder les éclatés des produits en fait. Exactement. Là, Ok. ouais, tu peux y aller si tu veux. Il faut vraiment que vous regardiez, je pense, c'est la vidéo cinématique de ces VTT, de tout ce qui existe, pour comprendre cette partie-là. Je pense qu'avec les ratios et tout, on aura beaucoup plus de compréhension pour vous. Ouais. Pour finir sur le mètre cylindre, est-ce que la taille du piston, donc du coup le volume d'huile va dépendre... Il y a deux choses. Il y a la taille du piston, Ouais, qui, suivant le diamètre, il déplace plus ou moins d'huile. Et puis aussi le volume d'huile dans le vase d'expansion. Là, okay. Donc, plus tu as un gros volume d'expansion, et plus ton frein va être malléable aux différences de purge, par exemple, parce qu'il va pouvoir s'expanser. Il va avoir une meilleure résistance aussi à la chaleur. Mais la taille du piston, c'est la quantité d'huile que ça déplace. C'est un rapport aussi avec la taille des pistons ici dans l'étrier. Mais ça va donner des spécificités particulières. Forcément, plus il y a un petit piston, et plus tu as une réactivité qui est importante, et plus tu as un gros piston, plus il faut déplacer un gros volume d'huile, donc souvent une moins bonne réactivité, mais ça va avoir une influence.
sur Ouais, le après, reste. en final, on peut dire que c'est. Plus c'est petit, plus c'est précis, rapide, j'ai envie de dire, hein, Ouais, pour sur le simplifier. papier. Oui, Mais forcément, ça dépendra aussi de ce qu'on va voir après, de l'étrier. C'est un combo en fait. c'est ça. Ok. Durita? Ben, la durite, c'est un élément qu'on souvent on sous-estime parce qu'on la prend de série, on va changer les disques, on va changer les plaquettes, mais elle joue énormément dans la performance en fait. Parce qu'elle transporte le fluide à Ouais. l'intérieur, le fluide il est incompressible, et si elle se déforme un petit peu, eh ben, tu vas avoir l'impression que ben, ton levier il se rassouplit. Ça arrive souvent sur des longues descentes, où tu es avec un gros VAE, que tu fais des longs freinages, tu as l'impression que ton levier il devient tout mou, Ouais. alors que ta purge elle est bien faite, il n'y a pas de bulle. Ça peut venir de ta durite qui est pas assez rigide en fait et qui se dilate. Tout le liquide chauffe, qui fait chauffer du coup le plastique et. Pas forcément, Non. c'est la puissance que tu mets dedans. Ok. C'est pas qu'elle chauffe, hein, Ah ouais. mais c'est la pression qui fait que ça peut se dilater. Donc oui, il faut faire attention au sertissage là, et Ouais. après à la qualité de la durite. C'est pour ça qu'il y a des durites que tu vois tressées avec du métal ou du Kevlar. Bon, maintenant, les marques font attention, elles mettent de plus en plus de qualité sur les durites, mais il y a vraiment des différences de qualité par rapport à ça. Encore une fois, si tu habites dans des endroits où ça chauffe pas, où tu as un vélo de cross-country à 9 kg et tu fais des descentes de 200 mètres de dénive, Ouais. tu n'auras pas de souci avec ça. En Bretagne, vous ne devrez pas être trop embêté. Je dis pas ça parce que tu vas avoir des Bretons, il y a des descentes raides, mais la durite, souvent, on n'y fait pas attention. Ouais. Et puis c'est quelque chose aussi qui vieillit, qu'il faut faire attention, qu'il faut changer. Si tu la plies, si tu la dégrades, ben, il faut la changer régulièrement. Oui, parce qu'une durite, j'imagine, c'est du plastique, mais à l'intérieur, c'est. Il y a des fois du Kevlar, hein. Ah, ok. Ouais, il y a plusieurs. Les composants sont différents. Souvent, c'est en 2 couches ou 3 couches, hein. Ouais, mais j'imagine, Donc, j'allais t'as te le dire en tube. métal même. Il y en a en métal, l'aviation, ce qu'on appelait aviation là. Ok. Plus lourd, attention, c'est abrasif, c'est un peu. Après, j'imagine que plus tu montes sur du frein haut de gamme, j'imagine que les marques mettent potentiellement des durites de meilleure qualité sur des freins. Oui, mais attention, souvent les durites, ça dépend de ce que tu recherches. Si tu as un frein super léger, il y a des durites qui sont beaucoup plus légères, mais qui tiennent moins bien la pression, par exemple. Ça dépend à quel besoin et quels critères tu veux pousser. Oui, mais j'imagine qu'un frein de DH, on va se dire, ok, on va mettre de la durite solide, plus qu'un frein de cross-country. Normalement, Parce que là, on va normalement, chercher c'est le cas. poids. Ouais. Ok. Et moi, j'ai déjà changé de durite, ça m'est déjà arrivé. Et honnêtement, c'est pour ça que pour moi, c'est une durite. Je ne me prends pas la tête, je vais directement sur chercher la durite proposée par la marque pour mon frein. Comme ça, je suis quasiment sûr de ne pas faire d'erreur. Alors ça, c'est pas un mauvais plan. Moi, quand je sais pas trop, je préfère prendre ce que conseille la marque. Après, il y en a qui vont chercher à optimiser les gains marginaux, comme on dit, et qui connaissent des durites de meilleure qualité et qui vont peut-être optimiser ça aussi. Ok, j'apprends quelque chose. Voilà. On passe un peu plus bas. L'étrier. Ah, ça, souvent, c'est marketé. L'étrier, ce sont cette grosse pièce en métal qui peut être soit un monobloc, soit comme c'est le cas ici, c'est 2 coques qui sont pressées par ici 4 vis, tu vois. C'est pour maximiser la rigidité. Donc ça, c'est 2 constructions qui existent. Et au milieu, là, tu as des pistons. Donc tu as 2, 4, 6 pistons. 6 pistons? Ça existe, 6 pistons? Okay, Hop, en avait. Je crois qu'ils vont en refaire. Et puis, tu retrouves au milieu les fameuses plaquettes. Voilà. Là aussi, des fois, il y a certains constructeurs qui ont dissocié les plaquettes des pistons. C'est ça. Donc là, ça, c'est plutôt ce qui va gérer la puissance du système. Donc la puissance, elle vient d'où? Première chose, du diamètre du piston. Plus il y a un gros diamètre, plus il y a une surface de contact avec la plaquette qui est importante. Plus il y a une grosse surface de contact, plus ça presse et plus il y a de la puissance. Plus il y a de force en fait. Voilà, donc si tu as un piston de 10 mm ou un piston de 20, tu as x2. C'est la chose que je pense qu'il y a eu beaucoup de malentendus en se disant oh, moi je veux du 4 pistons obligatoire, j'aurai plus de puissance. Alors c'est pas faux parce que si tu as 4 pistons, il y a plus de surface de contact. Mais si tu as 2 petits pistons par rapport à un très gros piston, c'est pas forcément énormément plus puissant. Donc ce qui est important, c'est le nombre de pistons et leur diamètre. Ok. Parce que là, tu vois, il y a 4 pistons aussi, mais il y a beaucoup plus de puissance ici parce que les pistons sont beaucoup plus gros. Forcément. Voilà. Donc ça, c'est de la physique. Je ne sais pas si on mettra les calculs et tout de on surface. Pourra, si ça en intéresse, ou on le mettra en description. Mais on peut vite gagner beaucoup de puissance avec le diamètre et forcément le nombre. On peut parler d'un frein plus progressif avec 4 pistons? Oui. Ça, par contre, c'est une réalité. Plus il y a de pistons et plus c'est progressif.
Et ça vient de quoi? Ben, du nombre et de comment ça vient appuyer. Tu vois, quand tu n'en as que 2, ça appuie très plat, très direct. S'il y en a 6, ils ne se déplacent pas tous de façon simultanée. Souvent, c'est l'avant qui attaque et après l'arrière. Donc, tu vois, un freinage qui est plus progressif. Ouais, Plus il y a des pistons, plus c'est progressif. ouais, en gros, c'est pas horizontal, ça fait un V quand ça presse un Ouais, peu. c'est ça. Et Ok. quand tu en as 2, souvent, c'est plus on-off. Donc, tu auras compris, la puissance, ça vient plutôt forcément du diamètre du piston. La progressivité, c'est plutôt le nombre, même si forcément, plus tu as de pistons, plus tu as de surface, et normalement, plus tu as un frein puissant. C'est pour ça que maintenant, très souvent, même en XC, tu as 4 pistons, mais avec des diamètres différents par rapport à la DH. On peut voir 2 étriers complètement différents en taille quand même. Pour 4 pistons. Ouais. Et c'est pas que lié à la taille des pistons, parce que la différence, elle n'est pas si colossale. Mais pourquoi? C'est parce que ça, c'est un frein où on veut que ça résiste bien à la température. Et plus il y a de la matière, plus c'est gros et plus ça va disperser la chaleur. Et donc là, la volonté, c'est clairement d'avoir un frein qui va tenir vraiment longtemps ses performances. L'endurance en fait. Voilà. Et j'imagine que plus c'est gros, plus ça met longtemps aussi à monter en température en fait. Et Ça c'est disperse et Oui. ça met plus longtemps. Ok. C'est ça. Donc si ça disperse mieux, ça met plus longtemps à chauffer. Sur les technos monobloc versus 2, ça c'est un large débat. Souvent le monobloc, c'est parce que c'est plus compliqué à fabriquer. C'est dur en termes de process. Voilà, donc Oui, parce que c'est taillé dans la masse en fait. souvent c'est une pièce forgée et après réusinée. Ok. Mais la pièce forgée est beaucoup plus complexe à faire parce que les tolérances à tenir, là c'est 2 demi-coquilles. Donc souvent les marques qui font des gros volumes et qui veulent être sûres d'avoir des tolérances respectées travaillent plutôt avec 2. Mais tu vois, par exemple, je reviens, mais tu as 4 grosses vis pour optimiser la rigidité entre les 2 pièces. Et d'autres marques réussissent à faire du monobloc, Ouais. mais on est plutôt sur des produits très haut de gamme, plus élitistes, avec des process un peu plus complexes. Et est-ce que c'est tout le temps de l'aluminium? On peut avoir du magnésium aussi peut-être pour les... Oui, il y a eu un moment des magnésiums pour gagner du poids, Ok. mais souvent le magnésium, le problème c'est la porosité, c'était pas facile. Tu vois, chez SRAM, ils ont arrêté ça. Et on se rend compte qu'en ce moment, même en XC, on est plutôt à vouloir des grosses capacités, parce que les vélos sont plus capables, en fait, sont plus performants, il y a plus de débattement, ils vont plus vite. On le voit, Donc, nos 130. oui, il y a parfois encore ce gain, il y a quelques marques qui font ça, mais c'est rare, plus rare. Ouais, c'est principalement de l'aluminium. Ouais. Là-dessus, c'est bon. On fait un point quand même avant sur huile minérale, DOT. Parce que honnêtement, quand le début de l'huile minérale a pris la grosse part du marché, j'avais l'impression que c'était pour faire pas du greenwashing, mais de donner une couleur verte à ces produits qui sont corrosifs. Ah, mais là, c'est vert, ça, en plus dedans, pour le coup. Parce que SRAM, Ouais, c'est vrai que il le y a des motif il est rares, vert. ils tenaient le DOT pendant des années, ils l'ont lâché Oui, pour le minéral. Je crois que maintenant, en DOT, je crois qu'il y a Hop, je crois qu'il y a encore Haze. Mais quasiment tout le monde a lâché sous pression, je sais pas, du géant japonais et Magura. Donc Magura il est bleu, Shimano il est rouge et eux il est vert. Très bonne question, parce que oui, tu as raison, les deux tuent les poissons, très sincèrement, les deux faut pas le boire. ça reste. Est-ce qu'il y en a un plus corrosif que l'autre? Parce qu'on parle de. Oui, alors le DOT est un peu plus corrosif, mais il se nettoie beaucoup plus facilement. Le DOT avec de l'eau, tu le nettoies quoi. Ouais. Tu t'en mets sur les doigts, tu mets de l'eau, ça passe. Le minéral, quand même au fond, est quand même corrosif. Ça reste de l'huile. Ça reste de l'huile, c'est gras. Moi, perso, je comprends pas trop cette tendance. Alors, j'imagine qu'il y a des raisons, notamment le problème avec le DOT, c'est que si tu le laisses ouvert, il peut prendre de l'humidité et Ok. Il peut s'oxyder en il fait. se périme très vite. Ok. Que l'huile minérale ne se périme pas. Donc, je pense que pour eux, dans le process, c'est plus facile sur des gros industriels de gérer le minéral. Mais par contre, on va être honnête, toute l'industrie où les véhicules sont lourds, ils vont vite, j'en connais aucun qui roule à le minéral. Alors peut-être qu'ils vont me le dire, mais moi en Formule 1, en MotoGP, en motocross, ils sont tous en dot. Hein. Et notre voiture? En dot. Donc bon, écoute, c'est la tendance, on passe tout au minéral, on change tous les kits. Mais pour le coup, moi en termes de performance, je suis pas sûr que le minéral apporte. Ouais, il faudrait faudrait faire des tests en fait. De notre côté en fait. Après, honnêtement, les marques, si vous passez par là, SRAM, dites-nous pourquoi ces choix. Je pense que ça serait super intéressant de savoir. Et à toutes les personnes qui nous écoutent, voir
Ben, On n'est qu'est-ce pas que vous pro, hein. pensez de ça? On n'est pas pro, on n'est pas contre, mais je ne vois pas encore le gros gain pour le consommateur de passer tout en minéral. Moi, tu vois, pour moi, c'est du liquide frein, hein. C'est juste le côté où je me dis, tu sais, il y a eu des marques qui étaient presque déconnotées. Ah, ils sont encore d'autres, les autres, ils sont en huile minérale. Mm. Je me suis dit, mais vous croyez que c'est bio, en fait, non? Pour Ouais. moi, dans la tête Et des gens. surtout en performance, je ne vois pas de Ok. gain aujourd'hui. Le débat est ouvert, Ouais. intéressant. Allez, continuons. On passe. On a fait l'étrier à la plaquette. Ouais. Donc ici, on en a deux, c'est ça? Organique. Ah non, alors avant ça, c'est Ah. quand même le volume. Ah oui, Tu c'est vois, vrai. ça, c'est dans les motifs. Ça, c'est dans les Maven. Donc, tu vois bien que la surface de contact avec le disque, elle va pas être la même entre les deux là. Donc là, juste là, Après, ça va honnêtement, boiter différemment. j'ai pas fait maths sup, mais plus c'est gros, plus ça freine. Plus c'est petit, moins ça freine. Ça dépend de ce que tu as besoin comme freinage. Ah. Mais ça, forcément, ça va mieux. La Ça semaine, va c'est être- mouché. Ouais, ils sont très bien. C'est chouette, les mouches. Ça, forcément, plus grande surface, ça va freiner plus fort, c'est plus endurant. Mais attention, à basse vitesse, peut-être que ce sera plus dur à moduler. Parce qu'il faut qu'il y a le temps de chauffe de la plaquette pour arriver dans sa Phase optimale. optimale. Donc déjà, tu vois, entre les plaquettes, il y a des gros écarts. Voilà. On peut faire Après- une généralité sur ça ou pas? Petit freinage assez rapide. On va voir avec le disque à la Ouais, fin, ok. quoi, parce que c'est tout lié un peu. Ok. Mais ouais. Après, comme tu as dit, donc le volume, après dans les mêmes plaquettes, il y a aussi des textures différentes. Là, chez SRAM, ça va, ils ont simplifié. Ils simplifient tout. Ça serait bien, parce qu'avant, il y en avait plein. Pour moi, ça va Maintenant, très bien. Ils ont deux plaquettes. Ce qu'ils appellent la noire, l'organique, et celle-là, la métal. Bon, c'est C'est la même chose, mais avec des quantités différentes en gros, c'est ça? deux métal. Ouais, c'est ça. Voilà. c'est- Alors ça ça, reste- c'est de la popote et c'est de la cuisine. Ouais. Donc, tu as une garniture, c'est vraiment une popote cuisine. Et après, tu as sur le support dans lequel tu le mets, quoi, tu vois. Ouais. Donc, en termes de support, des fois, tu peux avoir des supports très, très légers pour gagner du poids, mais qui... en Qui termes de chauffent vite température, aussi. Voilà, c'est ça. Et d'autres qui supportent mieux, qui diffusent mieux la chaleur, qui supportent mieux la chaleur. Donc, ça, c'est pour gagner du poids ou pas. Et après, c'est la popote que tu mets dessus. Et grosso modo, là, tu peux un peu tout faire. Alors, chez eux, comment ils l'ont vu? Celle-là, c'est celle qui est la plus progressive, la plus silencieuse. Ça, c'est dit quoi? Métal, orga? Orga. Donc noir organique. Ouais. Et ce qu'ils appellent la métallique, c'est celle qui offre le plus de puissance et la plus franche. Mais attention, moi j'ai connu des plaquettes dans d'autres freins où tu as des orgas qui ont une attaque de ouf. Voilà. C'est vraiment lié à la texture qu'ils mettent dessus. Donc chaque marque est différente. C'est pour ça que si tu veux retrouver ton frein que tu as aimé, attention, reprends les mêmes plaquettes. Tu peux vraiment dégrader ton frein en changeant la plaquette parce qu'ils n'ont pas mis la même popote dessus. Oui, en gros, quand tu poses la question à ton pote, est-ce que tu roules en orga ou en métal, en fait, si vous n'avez pas la même marque de frein, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ou même si vous prenez une marque tierce et que vous êtes équipé, mettons, de Maven, ben, vous n'allez pas avoir les mêmes freinages. Oui, alors on peut vous faire des tests, mais oui, il y a plein de marques qui font, par exemple, il y a des marques qui sont spécialisées dans les plaquettes type métal et qui en ont une flopée, Carbon Lorraine, Break Authority, pour ne pas les citer. D'autres sont spécialisées dans les plaquettes Orga, Galfer par Ouais. exemple. Chez Magura, il n'y a que des Orga aussi très légères, mais voilà, il faut essayer. Après, chez SRAM, on peut quand même faire une généralité sur le côté métal et orga. C'est la chaise. Je sais pas, je pense pas qu'ils entendent le craquement. C'est pas un craquement. Des enfants. Organique, métallique, je sais que chez moi, on le sait, oui, Brassac, il pleut, machin. Oui, il pleut comme partout l'hiver, et il fait froid. Donc, j'ai tendance à mettre des métalliques l'hiver, parce que les orgas, souvent, elles prennent rapidement l'humidité, elles ont du mal à chauffer, et du coup, j'ai un moins bon freinage. Oui, le plus il y a de métal à l'intérieur et moins elle se gonfle d'eau. Et quand ça chauffe, ça va mieux. Ouais. Et sur des marques tierces, du coup, qui font que métal ou que orga, est-ce qu'ils en proposent tout le panel ou ça peut être Ouais, compliqué? c'est pareil, c'est la pourcentage. Alors, Ok. c'est juste qu'il y en a qui mettent plus ou moins de métal, ça dépend de leur philosophie. Mais oui, ça on y reviendra dans le côté terrain avec les conditions. Je suis souvent très marque constructeur parce que là aussi j'ai peur de me foirer honnêtement. Il y a deux modèles et pour une personne comme moi, j'en ai pas besoin de plus honnêtement. SRAM, eux, ils ont simplifié à outrance. Et grosso modo, c'est marqué heavy duty. Tu veux envoyer du bois, tu prends la métal.
Tu veux un truc plus passe-partout, plus progressif, tu prends l'Orga. Ils ont simplifié à mort. L'Orga, c'est quoi du coup ses avantages? Parce qu'on l'a dit un petit peu tout à l'heure, tu peux avoir un freinage beaucoup plus rapide, c'est ça? Non, c'est qu'elle monte plus vite à température, donc forcément, même si au premier freinage, même si ça fait pas longtemps que tu es sur les freins, tu vas avoir de suite un freinage plus facile à gérer. Le plus optimal possible. Voilà, c'est ça. Ok. Donc souvent c'est ça. Souvent ça fait moins de bruit aussi. C'est beaucoup moins bruyant. Ok. Ouais, c'est ça. Donc ça a aussi des intérêts, notamment, moi j'aime bien sur terrain sec et quand t'as pas de pente. Et que, Comme chez toi. Oui, par exemple, où pendant 10-20 mètres, t'as pas les doigts sur les freins et de suite il faut tourner et freiner fort en freinant du frein arrière. Souvent, l'organique, elle est plus agressive dans ces conditions-là que de la métal, où il faut appuyer plus fort et Oui, plus parce longtemps. que pour simplifier, elles ont toutes les deux des températures cibles en fait. Des plages de Des température. plages de température optimales qui sont Elles pas ne tout à montent fait... pas en température de la même façon, elles n'atteignent pas les mêmes plateaux de la même façon et elles ne redescendent pas de la même façon. Il y a des plaquettes, c'est pour ça, il y a 10 millions de plages. Il y a des plaquettes qui montent très vite et qui redescendent très vite. Tu as des plaquettes qui montent doucement et qui font un plateau et qui restent très longtemps et après qui tombent. Il y a autant de courbes que de plaquettes. Et que de popotes. C'est ça. Ok, bon, je pense qu'il est temps de passer au disque. Alors les disques. Alors il y a plusieurs composantes sur les disques. Voilà, c'est facile. La première que tu vois, c'est le diamètre. Ouais. Ça c'est simple. Plus le diamètre est important, plus tu as un bras de levier important, et plus c'est puissant. Basique. Ok, et moi je voyais surtout, vu que la piste est plus large, quand tu roules, moins de contact est sur la piste, du coup ça chauffe moins vite, plus c'est gros. Il y a aussi ça. Il y a aussi ça, mais d'abord c'est le bras de levier. Après pour la chauffe, si on prend à dimension équivalente, tu as raison, c'est aussi l'épaisseur. Et la largeur de la piste de freinage. Voilà. Plus tu as une piste large, plus tu as une piste épaisse, et plus tu vas avoir un frein qui va tenir les performances longtemps. Du coup, est-ce que le nombre de trous, mettons, j'ai la même, on prend les HS2. Essaye de ne pas mettre trop tes doigts dessus. Ouais, pardon. C'est pas moi qui nettoie. En gros, si je prends des HS2 non troués. HS2 non troué, c'est-à-dire. Mais mettons, il n'y aurait pas ces petites Ah fentes. ben oui, tu vois, ça va être intéressant. Mais pour avoir la performance optimale de ton frein, il faut certainement monter plus haut en température. Ils vont mieux tenir la température, mais il faut aussi penser que tu freines pas que quand tu es bloqué à 50% de pente, quoi, tu vois. D'accord. Donc c'est toujours un compromis. Forcément, plus ton disque est gros, plus il est épais, moins il y a de trous et plus il va être puissant. Oui, Mais il faut voir, est-ce que tu as besoin toujours de puissance? Oui, parce qu'il va être très long en montant en température du coup. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que tu peux jouer avec le diamètre. Aussi, s'il est plus épais, il est plus rigide. Donc s'il est plus rigide, il va moins Se voiler. Donc tes pistons vont mieux travailler, donc il sera aussi plus franc. Ok. Mais tu peux avoir besoin à un moment donné d'un frein où il y a... Alors soit pour le poids, par exemple là c'est le disque type XC. Oui. Parce que c'est le plus léger, parce qu'il y a une piste en alu. Ok. Donc ça c'est pas un flottant, hein. C'est surtout pour gagner du poids. Ok. Il y en a où ils sont flottants, ça aussi c'est... Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est de l'acier en fait. Ouais, c'est de l'acier. Donc chez SRAM, là pour le coup, pareil, il n'y a que 2 profils. Mais attention, encore une fois, il y a plein d'autres disques sur le marché qui sont plus ou moins compatibles. Il y a plus ou moins d'épaisseur. Ouais. Il y a des profils ultra différents. On a essayé, tu peux voir les pistes les pilotes de Coupe du Monde, ils changent parfois même les disques suivant les pistes, suivant leurs besoins. Pour avoir une agressivité, pour monter très vite en température ou au contraire qu'il y ait une meilleure résistance thermique. Ouais. Donc chaque disque a une bonne propriété. Je trouve ça ultra intéressant parce que ça casse le mythe en fait de je fais de l'enduro, je fais de la descente, je vais mettre des 220 direct. En fait, c'est pas forcément vrai suivant son terrain chez toi, par exemple, où c'est des pistes de quoi, tu as 150 mètres de dénive. Si on prend la moyenne, ben en fait, tu vas peut-être pas mettre des 220, mais des plus petits disques pour qu'ils montent plus facilement en température. Ben là, écoute, on rentre dans la partie vraiment de terrain, je crois. Ouais, ce que je voulais aborder après. C'était le but. Mais voilà, là, on a fait les généralités. Et après, on va rentrer dans ta pratique. Parce que maintenant, si tu as compris déjà ça, maintenant, il faut réfléchir à où tu roules, comment tu roules et quelles conditions climatiques tu roules. Eh bien, je t'écoute. Avant de partir sur le terrain, avec nos freins de test, c'est là qu'il faut que tu comprennes qu'en fait, chaque marque a une philosophie et que tu ne pourras jamais faire la même chose suivant la marque que tu choisis. Je replace mes cinématiques de vélo, mais au final, tu as compris que certaines marques, ils partent sur
sur des envies terrain qui sont celles-ci, d'autres complètement différentes. Et en fait, les freins, vu que c'est une cinématique, c'est pareil. Exactement, c'est ça. Ça rentre, hein. Donc c'est vrai que les Shimano ont un contact très particulier parce que la taille du piston, du mètre-cylindre est particulière, la taille des pistons de l'étrier aussi. Ils ont des leviers très courts. Donc voilà, il y a une certaine SRAM, c'est différent, c'est un peu plus linéaire et progressif. Et ils ont évolué ça quand même. Parce Oui, que c'est vrai qu'on a eu... Honnêtement, moi j'ai beaucoup roulé en SRAM. Moi j'adorais les codes, les guides même, j'ai beaucoup aimé. Et plein de personnes te disaient « Ah mais j'aime pas trop ces freins, c'est pas assez puissant ou mordant. » Très progressif, ils étaient très linéaires et progressifs. Et ça vient de ça surtout en fait. Et maintenant, ils ont certains produits, notamment le Maven, qui est plus percutant. Oh là ils ont fait virage grosso 90. modo, on vient de voir une tendance. C'est que grosso modo, tu as la tendance Shimano qui est toujours là, même s'il y a des nouveaux freins qui arrivent et qu'on n'a pas essayé. Et l'autre tendance qu'on a vue, développée par du Hayes, développée par des TRP, sont des leviers avec des freins avec des courses beaucoup plus souples, très peu de courses mortes, et de suite ça active. Et un freinage qui paraît très doux mais très puissant. Plus facile en fait et moins fatigant au doigt. Et donc là maintenant, il y a beaucoup de marques qui vont aussi vers là et on se rend compte que les pistons grossissent et les freins deviennent plus puissants en fait. Hein. En tout cas, moi quand j'ai vu ça arriver, j'ai dit bon, ça y est, là, t'as compris. Ils en ont marre d'entendre des réflexions sur leurs freins, ils vont nous sortir ce qu'il faut. C'est ça, la tendance tu la comprends. En enduro, maintenant c'est le frein DH, Gravity, même enduro. Donc quand tu vois les volumes et e-bike. Et e-bike. Mais ça encore, tu dis ouais ok. Moi ce qui me choque le plus, c'est sur un frein comme ça. Ah, c'est solide. Le motive, grosso modo, ça, c'était les codes, c'est ce qu'ils nous proposaient en DH auparavant, les dimensions des pistons et tout. Et maintenant, ça devient un frein de XC. Après, pour moi, il faut quand même se recentrer sur les pratiques qui évoluent. Les vitesses, on le voit en DH, ça monte maintenant, c'est quoi, 50 km/h de moyenne. En cross-country, là aussi, ça monte de plus en plus. C'est de plus en plus technique. Ils prennent des bike parks en descente, des jumps. Donc pour moi, ça paraît logique en fait. Voilà, mais là, on arrive à un problème. C'est la réalité du terrain. Et la problématique réelle du frein, c'est le coefficient de friction. Qui est Le coefficient de friction, c'est... comment expliquer ça rapidement? En gros, c'est la... Comment on peut expliquer de façon simple? Dites-nous en commentaire, aidez-nous. C'est suivant toute la cinématique de ton levier, la taille de tes pistons, de tes plaquettes et ton disque. C'est comment ce système se ralentit. Ouais, dans la finalité, en fait, la vitesse, la surface de contact sur mon frein. Voilà, coefficient de friction, c'est ça. Et donc, tu peux avoir un coefficient de friction qui est très bas ou très haut. Mais suivant tes besoins, tu vas avoir plutôt besoin d'un coefficient de friction bas ou d'un coefficient de friction très haut. Est-ce que ce coefficient, c'est comme une cinématique ou un ratio de suspension où il peut, suivant le freinage ou pas plus? Oui, s'il y a du fading, s'il lâche, il peut. Mais c'est surtout, je veux en venir à ça, c'est que maintenant, tu as l'impression que tu te dis, écoute, moi je veux du frein, je veux jamais manquer de frein. Qu'est-ce que je fais? Basiquement, je prends le frein le plus puissant, le disque le plus gros, la plaquette la plus... Voilà. Sauf que ça, c'est un coefficient de friction qui est très élevé. Voilà, donc le souci, c'est que si toi, tu roules à un endroit où tes freinages, ils sont à basse vitesse, que souvent tu relâches le levier pendant quelques secondes, tu n'as pas le temps de monter en température, tu n'auras jamais le bon frein en fait. Et au contraire, il y a moyen de se faire peur. Oui, parce que tu n'as pas de frein au premier freinage. Tu te rappelles ce que j'ai fait sur le parking? Ouais, complètement. Aucun frein et après frein direct. C'est ça. Et OTB. Et OTB par terre. Donc là, ce jour-là, par exemple, dans les conditions qu'on avait, en plus il pleuvait et tout, on n'avait pas besoin du même coefficient de friction que si on avait roulé sur un terrain sec et si on avait tout roulé sur un terrain beaucoup plus rapide. Donc c'est là où il faut faire attention, où il faut adapter son freinage à la situation. Et ce que tu dis, c'est ultra intéressant parce que là, on va voir dans les commentaires, Simon, t'es bien gentil, mais moi, je ne change pas mes plaquettes et mes disques chaque fois qu'il pleut dans mon jardin. Bien sûr. Donc, au final, ce qu'il faut aussi être conscient, c'est que s'il pleut, après, on le voit rapidement quand vous roulez tous les jours, tu le vois, hein, ou s'il fait grand soleil, comme là, il fait 30 degrés, le freinage, il ne va pas du tout être le même de suite. Donc, avant de t'attaquer à une pente ultra raide, il faut être conscient de ça en fait. Oui, là on l'a fait pendant les tests, ça nous est arrivé, bien sûr. On est allé à Albine, moi ça fait chez moi, c'était sec de chez sec, j'étais en plaquette Orga, je me suis retrouvé sur des trombes d'eau. Forcément, je n'avais pas changé de plaquette, quoi. J'ai senti que mon freinage, quand même, je commençais à tirer de plus en plus sur le levier et quand j'ai fini, les plaquettes, je les avais sacrément usées.
Donc Ouais. oui, il aurait fallu changer les plaquettes, mais on fait en fonction de suivant où tu habites. Moi, très clairement, Oui. il fait quand même très souvent sec. Les performances, non, mais c'est toujours pareil. Eh ben oui. C'est que il faut regarder où tu roules et quand tu roules, forcément, tu n'as jamais La le moyenne frein générale. parfait. Voilà. Mais si 90% du temps, tu as ton frein qui est adapté, tu peux accepter que 10% du temps, il ne soit pas bon. Mais l'inverse, c'est pas bon, quoi. Non. Tu fais le frein le plus puissant de la Terre pour 10% du temps que tu vas aller en bike park faire une descente de je sais pas combien. Au final, toute l'année, tu te tapes le mauvais frein, quoi. Oui. C'est quand même nul de faire ça. Et si tu roules dans les mauvais 10%, tu peux te dire, ok, je suis conscient que ben là, il pleut grave. Je vais faire attention à mes premiers freinages pour tâter le feeling en fait et pas me foutre un tout droit ou un OTB par exemple. Ouais. Donc là, si on est déjà bien rentré dans le terrain, mais si on va vraiment sur comment choisir son frein, ben, ce qu'il faut se poser comme question. Ah oui, ça sort, c'est rigolo. Ouais. Faut ce qu'il faut Ça se se poser clipse, comme c'est question. Il va me- Ça se clipse, c'est bien, c'est pas tout le temps, Oui, c'est oui. trop bien franchement. Ouais. Je découvre un truc, désolé. Premier truc à regarder, Hmm. franchement, c'est le poids de l'ensemble. Ça joue. Le poids de tout ça, Non, le poids de la personne qui roule. je fais 72 kilos. Donc, le poids du pilote, de son vélo, de son équipement. Un peu plus du coup. Oui, et si tu roules avec un VAE, si tu roules, voilà. Donc, c'est le poids complet du système. Ouais. Si tu dois freiner une masse de 80 kg, ou si tu dois freiner ou 60 kg, je dis une bêtise, tu as un vélo de cross, une fille ou un garçon qui est super light avec un vélo de XC et qui roule en cuissard, ou si tu es un mec ou une femme qui fait plus de 100 kg avec un VAE qui fait 30 kg, avec une batterie dans le dos, 3 voilà. 3 kilos de flotte. Tu dois freiner un ensemble qui fait 150 kg ou tu dois freiner un ensemble qui fait 60 kg, forcément, il ne te faut pas le même frein. C'est pas logique. Après, l'autre point super important, c'est le niveau du pilote. Parce qu'à poids équivalent, d'où les deux ont fait le même poids, si tu es débutant ou si tu es un expert, tu n'as clairement pas besoin du même frein. Donc si ton pote qui est super bon, il trouve ce frein super, autant pour toi, ça va être de la cata. Oui, parce qu'on a tendance peut-être à penser l'inverse, mais tout le débutant, en général, tu te chies dessus et tu es à fond sur les freins. Tu les fais tout le temps lécher et ça chauffe hyper vite. C'est pas compliqué. L'expert, c'est quoi la définition d'un expert? C'est qu'il est entraîné et il est capable de prendre l'information beaucoup plus vite que le débutant. S'il prend vite l'information, il est capable de gérer les situations de freinage différemment du débutant. C'est-à-dire qu'il peut freiner beaucoup plus tard, beaucoup plus court. Le débutant, il est en recherche permanente d'informations pour se sécuriser. Il peut lécher, garder le doigt, se dire « Ah, je vais trop vite, qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne sais pas où ça tourne. » Forcément, l'expert, lui, il sait à une fraction de seconde où il va poser ses freins. Donc, il n'a pas besoin de la même chose que toi. Oui, il risque au final de lâcher beaucoup plus souvent. Et freiner freins. beaucoup plus fort. Ok. Et aller beaucoup plus vite que toi, à poids équivalent. Troisième point, le terrain où tu roules. Principalement l'humidité, j'imagine. Non, le terrain avant. Ah, ok. Ça, c'est les conditions météo. Ah, il y a les deux. Le terrain, si tu as où tu roules, il y a des fortes pentes, ou si c'est plat, ça change énormément. Si tu fais sorties moyennes, c'est des sorties de 30 km avec 200 mètres de dénivelé, ou si c'est 30 km et 2500 de dénivelé, forcément, tu comprends bien que tu ne vas pas avoir la même chose à freiner. Ouais. Ok? C'est facile. Le type de terrain aussi, ça c'est sûr, comme tu dis, si c'est du bon loam, qui est de la bonne terre qui adhère, ou si c'est des petites billes de gravette sous un sol très dur, ça change énormément la donne, d'accord? Et dernier point, ce que tu disais, je pense, c'est les conditions météo. L'humidité et la température, ça joue énormément. Tu le vois en Formule 1 et compagnie, ils te le disent, hein, il faut faire chauffer, tu vois. Oui, oui. Donc la température idéale, comme je disais, le coefficient de friction, où est-ce que ton frein il fonctionne bien. Donc si tu roules à des températures super hautes et sèches, ou si tu roules dans des températures super froides et humides, il ne te faudra pas le même frein. Pas pour faire une généralité, mais on comprend que le sud là-bas, le vrai sud, on va dire. Ils n'ont pas besoin du même frein que les mecs du Nord. C'est logique. Hein. Voilà. Si je prends mes motifs, est-ce qu'on peut faire des généralités, par exemple, cross-country, j'allais te dire? Ouais, alors moi, j'aurais pas fait vraiment comme ça. Oui, parce que c'est le frein de cross-country. Mais j'aurais pris des exemples concrets, en fait. Ok. Tu vois, deux pilotes qui font le même poids, mais qui roulent à des niveaux différents. Donc Tu on vois. fait un poids et de quoi? Gros poids, petit poids? Bah, allez, deux. Petit poids. C'était pas voulu. Lentilles, hein? Non, mais tu peux, en fonction. Le gars, il fait aller déplacement, il faut déplacer, je sais pas, 100 kilos, tu vois. Si tu es débutant,
très franchement, motive. Tu mets une plaquette organique, mais tu mets un disque HS2 qui est un peu plus épais, qui a une plus grosse surface de freinage, qui augmente, c'est pas énorme, la différence entre les deux là, c'est moins de 10%. Il y a quand même 10% de performance en plus. Et tu prends un disque un peu plus gros, Oui. ça peut faire un frein super facile, parce qu'il va être facile à moduler. La plaquette noire, regarde chez eux, c'est pas super violent, mais ça ralentit quand même bien. Il y a de la progressivité en fait. Il a de la progressivité. Et du fait que tu aies pris quand même un disque relativement gros, je veux dire, allez, 180 ou 200, fait que tu vas quand même avoir une résistance à la chauffe qui est intéressante. Ça, c'est sur un terrain, on va dire, donné et des conditions météo données. Oui. Okay. À l'inverse, le pilote un peu plus agressif, lui, peut-être qu'il va partir sur le Maven, qui est, je ne sais plus où. Ah, je l'ai là. C'est pendant la coupe que je l'ai posé là. Voilà, il peut Fort prendre, raccord. par exemple, un Maven, avec aussi une plaquette Orga, par exemple, et un disque, Presque le 160. peut-être pas le 160, mais 180 par exemple. Ok. Ok. Après, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'au final, on catégorise des types de freins, c'est-à-dire les motifs cross-country, le Maven enduro descente, mais au final, de ce que tu dis, c'est pas forcément vrai parce que là, il y a la progressivité, on peut pas dire qu'il y en ait trop. Alors, pour gagner en progressivité, grosso modo, ça là, la seule solution, et tu le vois avec les pilotes pro, c'est changer le disque. C'est Ok. pas forcément de prendre le plus performant et le type de plaquette. Ok. Moi, je vais te donner mon cas. Chez moi, le Maven, quand il fait sec et que c'est super loose comme un saut au mangue, c'est dur à rouler, la plaquette métal, je l'oublie. Je mets Ouais. l'Orga et je mets ce disque-là. Et je mets pas eu 220, je mets du 200. Ouais, mais c'est. Et j'ai large, en fait, je récupère un petit peu de progressivité. J'arrive à mieux moduler mon freinage. Ok. Sur un VAE, par exemple, peut-être que j'aurais, ça c'est sur mon vélo musculaire, sur un VAE, peut-être que je vais plutôt passer sur la plaquette métal. Ok. Ok. On l'a pas dit, mais forcément, ouais, on l'a un peu dit entre les lignes, mais la métal met plus de temps à chauffer, ce qui paraît logique, hein, que l'organique. Ouais. C'est intéressant tout ce que tu dis. Et le motif là, il faut pas le laisser tomber parce qu'on peut se dire ah c'est le frein de cross-country, moi je fais pas du cross-country, mais en fait on peut aller déjà relativement loin avec ce type de frein. Et si on aime bien avoir un frein linéaire, facile, parce que tu as un terrain qui lui est très dur à appréhender, parce qu'il est soit très glissant, parce qu'il a beaucoup plu, tu vas pas très vite, avec des racines, champs de racines, un frein trop direct. Tu bloques les roues, Direct. tu Ouais. perds la grippe, quoi. Et aussi un terrain super loose, super dur comme chez moi, ben, ce frein-là, il peut avoir un intérêt simplement pour optimiser ses performances sur la durabilité de celle-ci. Ben, tu vas choisir un disque plus grand, Oui. plus performant et une plaquette plus agressive. Donc ça, c'est pas idiot non plus sur ton vélo dit de trail de le rouler avec du HS. Ouais, du coup, tu peux dire le disque en plus le plus performant. Ouais. Plus performant chez eux, c'est le HS, peut-être avec du 200 et la plaquette métal. Ok. Et là, franchement, sur des vélos vraiment agressifs, même je pourrais rouler en enduro dans des conditions comme on avait eu à Albine. Franchement, ça allait pas vite. Mais t'as fait Albine en plus, t'as roulé là-bas avec J'ai fait. les motifs. Et oui, j'ai même gagné. Albine, ouais, c'est du. Il n'y a pas beaucoup de pentes. Hein. Il n'y a pas beaucoup de pentes, mais elles sont longues. Oui, On mais peut, faire, il y avait on peut faire du 600 D- en fait. sur et une là, les spéciale. conditions météo ont joué énormément. C'est des trombes d'eau. Donc, les freins, ils montaient pas en température. Tu étais dans l'eau tout le temps. C'est Oui. tout le temps froid. Donc, si tu avais un disque énorme avec des freins ultra puissants, c'était ultra dur de gérer son freinage. Tu bloquais trop. Tu pouvais faire des grosses erreurs. Ouais, tu pars en glissant. Voilà, c'est ça. C'est UT intéressant. Je pense qu'on en a peut-être perdu certains en se disant c'est complexe parce qu'au final, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas le OK, pour moi, je fais cette pratique, j'ai ce niveau, je fais tel poids, je mets ça. C'est l'erreur qu'on voit quasiment tout le temps. Parce que qu'est-ce qu'on se dit? On voit comme on ne sait pas choisir, et ben on se dit moi je suis mode cross-country, le plus important c'est le poids, je mets tout ce qui est le plus léger possible. Donc le disque le plus light, le plus fin, la plaquette la plus légère. Et au final, tu roules pas sur les terrains de cross-country, tes descentes elles sont un peu plus longues, ou ton VE c'est un VE light, et en fait tu n'as jamais assez de frein et tu te dis mais mon frein il est pourri, j'ai envie de le changer. Avant de tout changer, déjà, attends, entretiens-le,
Ouais. Regarde que toutes les purges, les entretiens soient faits. Et après, peut-être que juste la bonne plaquette et le bon disque, avant de le changer, ça peut suffire. Et à l'inverse, c'est le gars qui se dit, mais moi, je veux pas être embêté avec mes freins. Je prends le plus puissant, le disque le plus puissant, la plaquette la plus puissante. Mais en fait, je roule à 2 à l'heure avec mon VAE. Ben là, il y a moyen que aussi tu sois frustré en te disant, mais j'arrive jamais à le gérer. Ouais, parce qu'il y a trop de freins. C'est C'est on-off. on-off, trop Ouais. on-off. Ok. Donc ben ça, encore une fois, c'est qu'il ne faut pas penser que le matériel fait tout. Ok. Peut-être qu'on y viendra, parce qu'il y a des freins avec des capteurs maintenant électroniques type ABS qui peuvent révolutionner le freinage. Mais aujourd'hui, il faut se repositionner. C'est toi, le consommateur, c'est toi qui vas acheter. Il faut que tu te responsabilises et essayer de comprendre ce que tu as besoin. C'est pas compliqué de savoir quel type de sortie tu fais. Ouais. Tu allumes, si tu connais pas les applis Komoot, Strava ou je sais pas quoi, Garmin, tu regardes, tu sauras le dénivelé moyen que tu fais par rapport aux distances, à la vitesse à laquelle tu roules, moyenne et max. Oui. Savoir combien tu pèses, c'est pas bien compliqué. Savoir la météo qu'il fait chez toi au quotidien, c'est pas bien compliqué. Où c'est se voiler la face? Le seul truc qui est peut-être un peu compliqué à savoir, c'est ton niveau, si tu te mets, où tu te mets. Si tu as un ego surdéveloppé et que tu penses que tu es un cador, au pire, tu mets Strava et tu regardes où c'est que tu es dans les tops, si tu es au com ou pas, quoi, tu vois. Mais c'est pas très compliqué de se poser ces questions-là non plus. Ouais, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a énorme. En fait, on sous-estime le choix du son disque et de la plaquette quand même. Souvent, on pense vraiment que son système de freinage, le frein en fait. Oui. Et ouais, on en oublie complètement, Ça ne fait pas tout. Ouais. Et comme tu l'as dit, l'entretien, parce qu'on le voit énormément. On a fait un tuto là-dessus Ouais. qui fonctionne bien, mais c'est clair que ça s'entretient de fou. Si tu roules, est-ce que régulièrement, au moins minimum une fois par semaine, tu aurais se dire, allez, tous les trimestres, je vérifie mon frein. Encore une fois. On revoit le tuto et on revoit le tout tuto. expliqué. Et attends, il y a autre chose, c'est que si tu fais 5000 km à l'année et que tu fais 200 000 de dénive, tes freins ils auront bien plus chauffé que si tu fais 5000 et 1000 et 2000, 10 000 ou 20 000. Ok. Ouais. Donc le dénivelé, ça c'est important, c'est-à-dire que tu descends beaucoup, donc tu freines beaucoup. Et les conditions météo. Conditions Parce météo, que- si tu es collé sur ton frein. Donc, Albine, on a fait la compète Albine. J'ai fait une paire de plaquettes sur 25-30 km. tu avais des 35 plaquettes. km. Pas forcément adaptées. Voilà, c'est ça. Oui, Et le mais disque n'est pas forcément adapté. Oui, non, mais c'est sûr. Donc, les freins, tu regardes en Coupe du Monde de DH, les gars, ils sont en train de purger tout le temps. tous les runs pour avoir le plus de précision. Voilà. Donc, franchement, l'entretien d'un frein, c'est super important. Le rodage aussi, on fait un petit point rapide. Ah oui. Pas très compliqué au final, mais. Non, mais c'est super important ce que tu dis parce que y a des choses à respecter. Comme avec ça. Ouais, c'est ça. Plaquette dite organique. Non, c'est pas. Pour faire simple, plus ta plaquette est dure, ok, donc plus il y a de métal à l'intérieur, plus ça va agresser et laisser une certaine couche sur ton disque. Le freinage, la qualité du freinage, c'est la petite couche que tu mets, comment la plaquette vient abraser le disque. C'est ça qui fait le freinage. Donc quand tu mets une plaquette tendre, tu la nettoies, tu nettoies ton disque, tu vas enlever cet état de surface. Plus tu mets une plaquette qui est dure, plus elle va laisser un dépôt dur, plus ça va agresser. Et il se peut qu'après, quand tu veux repasser avec une plaquette plus tendre, tu n'aies jamais le bon freinage. Donc, parce que l'abrasion du disque est trop profond en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Et chaque fois que tu changes de plaquette, il faut refaire un rodage. Tu changes de plaquette, je te conseille de bien nettoyer ton disque et de refaire tout le process de rodage. Process de rodage, c'est pas compliqué. Bah, tu vas sur du plat et tu fais des longs freinages zéro. Doucement, Ouais, voilà. doucement. Un e-bike, c'est rapide. En pédalant, tu peux le faire en e-bike. Voilà, et tu laisses. En fait, le but, c'est que tu essaies de tartiner une couche de ta plaquette sur ton disque de façon homogène. Oui. Comme tu mettrais de la pâte Nutella sur ta biscotte, tu vois. Ah ouais, Tu vas pas faire tu vas le faire de façon homogène pour qu'il y en ait un peu partout correctement, tu vois. La biscotte, c'est pas mal. Ça te pète dans les doigts. Que si tu vas doucement, tu l'étales bien. Voilà. Donc, dans le vélo, au final, c'est souvent qu'on dit doucement. Il n'y a pas que dans le vélo d'ailleurs qu'on dit ça. Ok. Voilà. Autre chose à rajouter sur ça? Ouais, je pense que là, on a fait un beau tuto frais. J'espère que vous avez appris des choses, tout le monde, que c'est plus clair, même s'il n'y a pas de solution miracle, on l'a dit. Est-ce que le mieux, au final, c'est quand même d'essayer? Après, il faut essayer. On a de la chance que c'est une partie du vélo qui coûte pas si cher que ça, comparé à tout le reste. Qui s'use, hein. Ah oui, c'est marqué.
Il y a Donc il faut les changer aussi de temps en temps. l'épaisseur minimum d'utilisation qui est ici à... Je te mets les doigts pleins dessus. Les disques, c'est pas possible. Je sais plus où c'est marqué. 1,55. Voilà. Et si ça vous intéresse par contre, qu'on parle des performances des freins, on peut aussi faire des tests de freins. Oui. Là, ce n'était pas le but de cette vidéo, mais on pourra le faire. Je vois ça. Ça, c'est pour les adaptateurs entre les tailles de freins. C'est juste un petit aparté, mais si vous changez de taille de disque, il vous faudra un adaptateur pour votre suspension avant et votre châssis à l'arrière. Ah oui, ça, ils sont pas tous pareils. Là, tu vois, c'est pour passer de 180 à 200 et de 200 à 220 suivant le... Ça, c'est... On en discutait sur les tutos tout à l'heure. Merci les constructeurs, s'ils pouvaient essayer de vous mettre un peu d'accord sur tout ce qui est normes et ça, c'est une sacrée standards, galère. Franchement. Je pense que les magasins seraient très contents parce que ça va être un sacré bordel. Et on en parle aussi de ceux qui font du 200 ou du 203. Ah ouais, c'est... Pourquoi? Voilà. Bon, écoute. C'est vrai que ça s'harmonisera tout pour ça. moi, je dis 200, mais c'est vrai qu'il y a plein de... C'est 203. Ici, c'est quoi, 203? Non, c'est facile, oui. C'est 200. Ouais, c'est 160, 180, 200, 220. Ok. Alors, tout n'est pas disponible suivant les disques, hein, Ouais. mais on mettra le lien du site et tu verras ce qui est possible. En description, tu nous as préparé un petit truc sympa, Simon, qu'on vous mettra en téléchargement. Je ne sais pas comment encore, mais on va essayer de vous faire ça. Ouais, il y a toutes les infos techniques sur les diamètres des pistons, des exemples de ratio, de surface. Tout ce qui est très technique, c'est dur de le faire à l'oral, donc on l'a écrit et on pourra le retrouver. Puis ça serait surtout chiant, je pense. Ouais, parce que déjà, là, on a été long. Merci à tous. Encore merci une fois à SRAM. Vous pouvez les remercier en commentaire, sinon vous n'aurez pas eu de vidéo frein, il faut être honnête. Et voilà. J'espère que vous Merci, trouverez Simon. votre frein. Ben ouais. Et avant de les jeter, testez-les. Non, entretenez-les. Ok. A plus pour une nouvelle vidéo. Surtout partagez et abonnez-vous à Café Manivelle. Mettez un like et on a un joli néon maintenant. J'espère qu'il rend bien encore. C'est les premiers tests. Je suis pas sûr qu'on le voit, mais... Là, si, là-bas, on le voit. C'est les premiers tests encore. S'il faut, il sera trop lumineux, je sais pas. Dites-nous si ça vous plaît. On est en train de commencer à aménager l'atelier un petit peu. C'est pas fini. Il faut la machine à café. Allez, à plus.